Le monde comme il va sur la 96.3 FM et sur nos différentes plateformes For You Media Africa, eh bien, il démarre tout de suite. Merci à tous de nous regarder et de nous recevoir à travers nos différentes plateformes For You Media Africa. Le monde comme il va, vous le savez, c'est votre programme qui revient sur l'actualité du monde tel que vécu par les continents, à part, bien sûr, le continent africain. Et dans le cadre de cette émission, je suis accompagnée de Mbarga Abega, à qui je dis bienvenue. Bonjour. Merci Bégoudé Madone, bonjour à vous. Nous parlons dans cette émission de la France et cette destitution manquée du président Emmanuel Macron. Est-il en danger sur son fauteuil? C'est l'une des questions que l'on se posera dans ce programme. Le président Emmanuel Macron, effectivement, de la 5e République française, on va le dire comme ça, pour être conforme aux exigences constitutionnelles de l'Hexagone, vient de manquer à une destitution qui a précisément failli faire basculer la France dans un autre champ politique. Est-il en sursis? Que prévoient les perspectives? C'est aussi ces questions que nous adresserons avec nos invités et experts dans le cours de ce programme. Et puis du nouveau au Moyen-Orient, le Hezbollah accuse Israël d'être responsable des multiples attaques aux beepers qui ont été piégés sur son territoire. Une vingtaine de morts et plusieurs centaines de blessés déjà au compteur et au bilan fourni précisément par les autorités libanaises et plus ou moins proches du Hezbollah, qui accuse donc Israël et Tsahal d'avoir manœuvré pour arriver à cette hécatombe humaine. Le Hezbollah précisément assure qu'il va riposter et que sa riposte sera sanglante. Israël, jamais loin de l'hécatombe définitivement. Nous parlons dans l'hémisphère du conflit israélo-palestinien avec Tsahal qui décide d'envoyer des demandeurs d'asile africains au front. Comment comprendre cette situation? Le comprendre précisément parce que la presse israélienne est précisément celle qui a levé le lièvre sur cette actualité qui était restée taboue et aux ombres de l'actualité des confrères internationaux. Mais finalement, l'information a été révélée. C'est depuis octobre 2023 qu'Israël et Tsahal enrôle des Africains, des demandeurs d'asile, des immigrants clandestins pour la plupart. Après 2 ou 3 semaines de formation, leur promet précisément la résidence permanente à l'intérieur de l'État hébreu contre leur combat et leur retour vivant contre Israël, contre la Palestine précisément, dans la bande de Gaza. Ceci est notamment validé par les dispositions législatives de l'État hébreu, mais en marge de questions éthiques et des fondements déontologiques qui entourent la guerre et le droit international. Là également, nous jetons un pan de lumière avec nos experts dans la partie hémisphère de cette émission Le Monde comme il va, le magazine d'actualité qui précisément se propose de prolonger votre regard et l'iris de vos yeux sur l'actualité internationale. Et on en parle de cette actualité internationale avec nos invités dans le cadre de cette émission. Moïse Biem est déjà avec nous, il est géostratège. Merci d'être là. Bonjour et bienvenue. Monsieur Biem est-il présent? Alors, je crois qu'on va prendre la transition pour pouvoir récupérer nos invités, voilà, que l'on a malheureusement perdus. On reviendra juste après cette transition. Eh bien, de cette transition, malheureusement, on ne l'aura pas. Nous allons poursuivre, Mbarga Abega, avec, bien sûr, ce dont nous parlerons, n'est-ce pas, dans le cadre de cette émission. Il est question pour nous de revenir, comme d'habitude, dans ce programme, sur l'actualité telle que vécue dans le monde, évidemment. Alors, on parle particulièrement de l'actualité concernant Israël, la Palestine, le Hezbollah, mais aussi la France. Alors, avant de débattre sur nos questions, essayons déjà de revoir avec nos invités que nous avions perdus et récupérés. Nous étions avec monsieur Moïse Biem, géostratège. Merci d'être avec nous. Bonjour et bienvenue. Est-ce que monsieur Biem nous écoute? Allô? Oui, bonjour, bienvenue. Allô? Alors, je crois que là, nous sommes en compagnie de docteur Ariel Meignier. Bonjour. J'ai le sentiment que les deux se bousculent finalement au standard. Et on va leur demander de s'aligner. J'imagine qu'en matière de galanterie, non, pas de restrictions vis-à-vis de la charmante dame que vous êtes. Moïse, docteur Ariel, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous recevez?
peut-être des modifications, des manipulations techniques à faire avec les ouvertures de micro. Moïse Biem, expert consultant en questions financières et géostratège, est-ce que vous nous recevez? Bonjour et bienvenue dans Le Monde comme il va. Si ce n'est Moïse, c'est peut-être le docteur Ariel. Peut-être bien. Alors, docteur Ariel Meignet, Moïse Biem, est-ce que l'un d'entre vous nous reçoit définitivement dans cette émission? Madame Begoudé, je vous suis très bien. Merveilleux. Moi également, je vous suis très bien. D'accord. Bon après-midi à vous, merci, bonjour et merci d'être là avec nous dans le cadre de cette émission Le Monde comme il va. Eh bien, on va y aller définitivement à cette transition, on reviendra juste après. Alors, docteur Ariel Meignet, je vais commencer par vous sur le sujet d'entrée qui est relatif à la France. Je rappelle simplement votre présentation que Begoudé Madane avait déjà donnée tout à l'heure. Vous êtes politologue, chercheur en sciences, en relations internationales et en sciences sociales. Par ailleurs, on parle avec vous de cette destitution manquée du président Emmanuel Macron. Ce n'est pas coutumier dans la 5e République. Emmanuel Macron a peut-être manqué la destitution. Est-il, selon vous, en sursis après les événements qui nourrissent la crise politique française actuellement? Quel est le regard que vous jetez en tant que chercheur en relations internationales sur la situation socio-politique en France actuellement? Bonsoir à tous vos téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être là et de participer à cette émission pour la première fois. Et je dis aussi un bonjour très spécial à tous les membres du panel présents ce soir. Bon, concernant donc la question sur... Il faudrait d'abord comprendre que la situation politique en France, depuis près de 15 ans aujourd'hui, nous avons observé, est marquée par une instabilité croissante. Ça veut dire, sur le plan anthropologique, la France a toujours marqué le monde en ayant des présidents charismatiques. Ces présidents-là qui dirigent la France avec une certaine poigne, d'une main de fer. Vous avez vu le général de Gaulle. Je vais aussi également parler du président Mitterrand. Ces illustres personnes qui ont marqué la France. Bon, aujourd'hui, on se rend compte que depuis près de 5 ans, les présidents que nous avons aujourd'hui en France ne respectent plus cet ordre de choses. Ils n'ont plus l'étoffe qui va avec. Je prends le cas par exemple du président Sarkozy. Je peux également prendre le cas du président Hollande. Ces hommes politiques que nous avons en France aujourd'hui ne font plus l'unanimité et ne réussissent plus à tirer vers eux ce qu'on appelle un véritable consensus. Allô? Oui, on vous écoute. Religieusement d'ailleurs. Allô? On vous écoute religieusement, docteur Ariel Meignet, vous pouvez poursuivre. Vous me suivez bien? On vous entend très bien. Allô? Docteur Ariel Meignet, on vous entend très bien et vous avez précisément la parole pour poursuivre sur le développement que vous aviez entamé sur le manque d'étoffe observé depuis, vous avez dit 15 ans sur les présidents français. Oui, j'ai parlé donc de l'étoffe. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est une histoire. Je vous ai parlé, il s'agit de 15 ans. Et j'ai cité par là le nom du président Sarkozy et même Hollande. Ces hommes politiques n'entrent plus dans ce qu'on appelle en France la culture politique et même dans l'anthropologie même des hommes politiques qui ont marqué l'histoire de la France. Et aujourd'hui, ils sont face à quoi?
le président Macron aujourd'hui est face à une opposition. Docteur Ariel Meunier, que nous retrouverons peut-être... Oui. Cela voudrait tout simplement dire qu'il y a un climat de mécontentement. Et ce mécontentement a eu à se faire ressentir avec la perte de la majorité présidentielle lors des élections parlementaires. Donc, parler aujourd'hui de la décision du président Macron voudrait tout simplement montrer aux yeux du monde entier que la France, au niveau des institutions, a des faiblesses actuellement. Et c'est cette France qui a permis, sous le magistère du président Macron, de faire comprendre que les Africains pouvaient s'en sortir sans la France. La preuve en est quoi? La preuve en est que vous voyez ce qui se passe au niveau du Sahel, en Afrique, avec le Mali et avec l'Alliance des États du Sahel. Le sentiment du rejet anti-français est de plus en plus visible. Donc, cette décision aussi, elle est engendrée avec plusieurs enjeux. Parce que là, l'opposition ne s'est pas laissée faire. Elle a été très vaillante. Pourquoi? Parce que l'une des premières résolutions, lorsque le président Macron est arrivé au pouvoir, il avait dit qu'il n'allait pas élever l'impôt. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte, avec l'arrivée du nouveau Premier ministre, et là, il y a eu un débat à Matignon, où il a remis en cause le magistère de son prédécesseur. Et je ne peux pas vous mentir, cette discussion vraiment a fait couler beaucoup d'encre. Parce qu'il était question de savoir pourquoi il y a eu élévation au niveau de l'impôt. Aujourd'hui, il sera obligé de cohabiter. Hein. Pour moi, le président Macron sera obligé de cohabiter avec l'opposition. Puisque là, nous attendons même le nouveau gouvernement. Et ça ne sera pas facile pour lui. Voilà qui est dit. C'est vrai quand même que sur le plan juridique, il y a l'article 78 de la Constitution française qui permet de parler d'institutions. Mais je pense que cette discussion est bien encadrée par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Et on l'a bien découvert. Dans la chambre haute et la chambre basse. En effet. Et je pense bien que l'article 78 parle bien, dans ce cadre parlant de la destitution, de manquement à l'exercice de ses fonctions. Et là, je parle vraiment d'un manquement en titre physique. Mais au niveau politique, la bataille ne sera pas facile. Mais à l'allure où nous allons, je me dis que nous n'allons pas parler quand même d'une destitution du président français. Il ira jusqu'au bout de son mandat, mais ça sera un mandat qui ne sera pas facile pour lui. Ce sera donc une fin de mandat difficile pour le président Emmanuel Macron. Moïse Biem, si on a bien écouté le docteur Ariel Meunier, il s'agit pour lui de la conséquence de la mauvaise gouvernance d'Emmanuel Macron qui s'abat justement sur lui, telle une malédiction malheureusement avec la France insoumise qui continue de réclamer son départ. Est-ce que vous nous recevez? Est-ce que vous nous entendez? Quelques difficultés finalement à communiquer avec nos intervenants à distance. Alors, est-ce que vous nous entendez? Moïse Biem. Oui, Monsieur Michel Mbarga, Madame Degoudé, bon après-midi à vous. Merci. Bon après-midi aux nombreux téléspectateurs de For You Media. Et bon après-midi également aux copanélistes, le docteur Ariel Meunier et tous les autres. Et c'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Alors, vous nous recevez, c'est ça?
Je n'ai pas l'impression qu'il nous entend. Alors, je disais tout à l'heure, est-ce que vous partagez le point de vue de docteur Ariel Meunier qui estime qu'Emmanuel Macron est victime, telle une malédiction, de sa mauvaise gouvernance, d'ailleurs héritée de ses prédécesseurs, François Hollande ou encore Nicolas Sarkozy, avec une mauvaise gouvernance sur le territoire français. On rappelle aussi que la France insoumise a décidé de mettre le grappin sur Emmanuel Macron depuis le début de son mandat. Ainsi, aujourd'hui, peut-on parler de ce revers de la mauvaise gouvernance d'Emmanuel Macron, mais aussi d'une France insoumise qui gagne du terrain, ou encore, oui, on va le dire ainsi. Allô? Est-ce que vous avez saisi la question? Moïse Biem, est-ce que vous avez saisi la question? Allô? Oui, Moïse. Allô, vous me recevez au plateau? Nous vous recevons 5 sur 5, heureusement. On n'a pas le sentiment que ce soit la réciproque pour vous. Allô? Peut-être revenir le temps de régler la question, la question technique avec Moïse, pour rappeler que... Oui, allô Moïse. On va essayer de se reconnecter. Alors, Moïse Biem, on va essayer de se reconnecter avec vous. Je ne sais pas si vous aviez saisi la question. C'était mon interrogation. Avez-vous saisi la question tout à l'heure? Non, Madame Bégoudé. Je ne vous ai pas saisi jusqu'au bout. D'accord, alors je disais ceci. Pensez-vous qu'Emmanuel Macron est victime de sa mauvaise gouvernance, comme semble le penser docteur Ariel Meunier, à la tête de la France après cette destitution manquée du président de la République? Pensez-vous qu'il est victime, telle une malédiction, je le disais donc tout à l'heure, de sa mauvaise gouvernance? Ainsi, la France insoumise gagne-t-elle du terrain, gagne-t-elle du poids face à Emmanuel Macron un peu plus affaibli? Votre question, Madame Bégoudé, doit permettre de ressortir en toile de fond plusieurs niveaux des causes, plusieurs niveaux de causes. Le premier niveau des causes, c'est le niveau interne, c'est-à-dire propre à la France. Quel est le système politique en France? Quelles sont les politiques de gouvernance en France? Sur quoi sont-elles assises? Parce que si on ne comprend pas quelles sont les politiques en France, les politiques de gouvernance en France, il serait difficile de comprendre ce qui se passe, le grand chamboulement qui se passe aujourd'hui en France. La France a voté pour l'Union européenne. Et si elle a voté pour l'Union européenne, elle a voté pour une mutuelle. Un certain détachement vis-à-vis de la production industrielle. Et au-delà de ce détachement vis-à-vis de la production industrielle, on sait pertinemment que l'industrie française est une industrie qui est assise sur des matières premières importées. C'est-à-dire qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent un peu d'Asie et qui viennent de l'Afrique. Alors, on se rend compte que la population, les besoins sociaux sont de plus en plus importants. Le niveau de la production nationale baisse. Quand les besoins sont constants, croissants, et que la production baisse, à partir de ce moment-là, il y a une augmentation du coût de la vie. Et les Français vivent de plus en plus mal. D'autre part aussi, en interne, il faut dire que les politiques de gouvernance menées par les 3 derniers présidents n'ont pas permis à la France de s'en sortir. Aujourd'hui, on sait que le déficit public français est de près de 2 000 milliards. La France est endettée à 117% de son PIB.
Donc, à partir de ce moment-là, on se retrouve avec une économie qui ne permet plus de participer au développement et de contribuer à l'épanouissement des populations. Donc, les Français vivent de plus en plus mal. Ça, c'est au niveau interne. Au niveau externe, on va dire également que sur le plan à l'international, la France également a aujourd'hui une diplomatie qui bat de l'aile. On voit comment quel est aujourd'hui le poids de la France dans les conflits qui s'occupent au Moyen-Orient, et on y reviendra. On voit également comment en Afrique, la France n'est plus en bonne amitié avec des pays historiquement alliés, je vais dire ça comme ça pour ne pas blesser certains, et cela impacte également son économie et par conséquent les conditions de vie des femmes. Donc le président Emmanuel Macron est victime de tout ça. Il est victime de tout ça. Il est également victime de la philosophie propre même à la France, qui est une philosophie paternaliste, qui est une philosophie qui est assise sur la domination, qui est une philosophie globaliste, mondialiste. Et le monde, en ce moment, a beaucoup plus besoin de diversification, a beaucoup plus besoin de multipolarisation que de globalisation. Et ce qui arrive en France, c'est ce qui arrive aussi aux États-Unis, et c'est ce qui arrivera dans tous les pays qui ne tiennent pas compte des mutations économiques et sociales qui s'opèrent à travers le monde. On va donc retenir avec vous, Moïse Biem, que la France est en sursis et finalement victime du contexte international qui s'y prête. Avec vous et avec votre permission, ainsi que celle du docteur Ariel Meignet, on va faire le pont pour se retrouver dans le second sujet qui n'est autre que le focus de cette émission et qui nous amène précisément dans en plein dans le Moyen-Orient avec le Hezbollah qui accuse Israël d'être responsable des attaques obipères piégés qui pour l'instant ont fait une vingtaine de morts et plusieurs centaines de blessés. Et là je convoque la casquette de géostratège de Moïse. Vous avez suivi cette actualité. Est-ce que le Hezbollah a raison de pointer Israël et Tsahal du doigt? Michel, raison ou pas raison, nous devons nous arrêter sur les faits parce que les analyses partent d'un contexte et une analyse sans contexte n'est qu'un prétexte. Donc, aujourd'hui, on sait que les tensions sont vives entre le Hezbollah et Israël. Et nous savons également que dans le conflit qui oppose Israël et la Palestine, il y a des États qui ne sont pas favorables à toutes les actions posées par Israël vis-à-vis de la Palestine. Et donc, notamment le Hezbollah qui soutient la Palestine. Alors, Israël, dans sa longue tradition, dans sa façon de procéder, estime que l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Cela va de soi. Donc, cela va de soi. Mais aujourd'hui, on se rend compte, et Michel, Madame Bégoudé, que tout le Moyen-Orient est en conflit, quasiment. Tout le Moyen-Orient est en conflit. Parce que Israël ne s'entend pas avec la Palestine, Israël ne s'entend pas avec l'Iran, Israël ne s'entend pas avec le Hezbollah du Liban, et on a un embrasement qui s'opère au fur et à mesure. D'ailleurs, l'ONU même le dit. L'ONU même craint une escalade de violence. Nous allons de violence en violence. Michel Baga, souvenons-nous que la violence a commencé avec l'Irak. Elle s'est poursuivie avec la Syrie.
Et aujourd'hui, on a au bout du jour, au grand bout du jour, encore une fois de plus, le vieux conflit israélo-palestinien. Le Moyen-Orient est à feu et à sang. Alors, l'attentat au buteur piégé, ce n'est que une autre séquence dans ce grand conflit qui, ma foi, doit être résolu. Et le comble dans tout ça, le comble, c'est que la majeure partie de ce que l'on peut appeler, entre guillemets, la communauté internationale, la majeure partie de la communauté internationale n'intègre pas les réalités propres au Moyen-Orient. Et ça, ce n'est que dommage. Ce n'est que dommage, dit Moïse Bégoudé-Madone, ce n'est que dommage que l'on n'intègre pas des spécificités liées à ce Moyen-Orient qui est totalement embrasé par le fait de ces disparités, par le fait de ces antagonismes stratégiques et de ces visions du monde qui s'affrontent précisément et qui prennent parfois la déclinaison des armes et du conflit armé. Merci Barga Abega. Alors je crois que on va essayer de retrouver docteur Ariel Megneux. Est-ce que vous êtes toujours là, docteur? J'ai l'impression qu'on l'a perdu. Enfin, il est toujours là, mais il n'est pas avec nous, malheureusement. Alors, Moïse Biem, Israël se retrouve encore, une fois de plus, pointé du doigt. Est-ce qu'il nous reçoit? Moïse Biem, je le disais donc, Israël se retrouve une fois de plus pointé du doigt dans une affaire d'escalade, d'hécatombe. Peut-on dire aujourd'hui qu'Israël se comporte comme, on ne va pas dire maître du monde, mais comme soutenu par le maître du monde, simplement, car Israël est sur plusieurs fronts aujourd'hui, et d'ailleurs sur le coup d'une enquête, et on le dira ainsi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, lui étant sur le coup d'un mandat d'arrêt international. Je crois que nous tous on peut constater le nombre de résolutions qui ont été prises, Madame Begoudé, aux Nations Unies concernant le conflit israélo-palestinien. Aucune de ces résolutions n'ont été respectées. Ces résolutions, ou du moins, ces résolutions n'ont pas souvent été mises en application. La plus avancée sur la question a été la solution proposée à 2 États. Cette solution n'a jamais pu voir le jour. On ne parle pas de ce que la liste Moïse bien propose. On parle d'une résolution des Nations Unies. Elle n'a pas été appliquée jusqu'à date. Alors, dans ce contexte, à quoi pouvons-nous nous attendre? Il faut également dire que d'un point de vue géostratégique, les conflits ne sont pas souvent isolés, ou les tensions géopolitiques, géostratégiques ne sont pas souvent isolées. Vous observerez que ces tensions dans le Moyen-Orient peuvent paraître éloignées de ce qui se passe dans le Sahel en Afrique, mais que non. Que non. Ces tensions peuvent vous paraître éloignées du conflit russo-ukrainien sur le sol européen ou bien, si on veut, eurasiatique. Parce que l'Ukraine est un pont entre l'Europe et la Russie. Mais que non. Ces tensions sont toutes liées. Elles sont liées à des affrontements, d'abord au niveau idéologique, puis au niveau tactique, et après au niveau opérationnel. Quand on regarde très bien le conflit israélo-palestinien, on peut voir derrière ce conflit les implications d'un certain nombre de puissances. Comment est-ce que Israël, un pays avec cette population-là, avec ce territoire-là, se comporte de cette façon?
au point d'ignorer les résolutions des Nations Unies. Cela veut dire qu'Israël a un soutien important. Et quand vous voyez quel a été, avant la résurgence du conflit israélo-palestinien, quel a été le conflit qui a précédé au Moyen-Orient, je le disais dans ma première prise de parole sur le sujet, ça a été le conflit en Syrie. En Syrie, un ensemble de forces aussi se sont opposées. Et on a vu que le président Bachar el-Assad n'a pas été destitué du fait de son partenariat stratégique poussé et puissant avec la Russie. Vous voyez comment l'Ukraine a réclamé un appui et un soutien aux terroristes dans le Sahel, notamment dans la dernière attaque à Tinzaouaten des djihadistes, des terroristes contre les forces maliennes. C'est un prolongement du conflit sur l'Afrique. Et le conflit israélo-palestinien est aussi un prolongement des mutations internationales qui met en prise, qui met en opposition un ensemble de forces entre, notamment ici, les pouvoiristes, les mondialistes, les globalistes et le Sud global. Le Sud global qui aujourd'hui est porté par des pays comme la Chine, la Russie, l'Inde, qui sont devenus aussi des puissances et des puissances avérées. Alors, il va bien falloir qu'à un moment donné, si on veut arrêter le bain de sang, il va bien falloir qu'on revienne à ce que l'humanité a toujours connu, c'est-à-dire la discussion, la négociation, l'entente et le respect des accords. Merci beaucoup, Moïse. J'aimerais retourner, si la connexion le permet, avec le docteur Ariel Meignet. S'il est toujours des nôtres, Moïse le fait constater et le fait remarquer fort brillamment d'ailleurs. La plupart des conflits se finissent là où ils auraient dû commencer, c'est-à-dire sur une table de négociation. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui dans le Moyen-Orient est de nature et d'augure précisément à disposer les acteurs et les belligérants à discuter sereinement, les yeux dans les yeux, pour aller vers une issue de paix après un tel niveau d'embrasement? Docteur Ariel Meignet, est-ce que vous nous recevez? Définitivement pas. Oui, je vous écoute. Alors, docteur Ariel, est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que la situation, quelle est la lecture que vous faites de la situation au Moyen-Orient aujourd'hui? Un Moyen-Orient dans lequel on assiste à un embrasement du conflit dans lequel Israël, l'État hébreu, se retrouve finalement sur plusieurs fronts au nom de sa guerre contre Israël. Allô? Oui, docteur. Écoute. Quelle est la lecture que vous faites de la situation au Moyen-Orient aujourd'hui, avec cette sorte d'embrasement du conflit qui, comme le disait Moïse tout à l'heure, se prolonge sur divers fronts? Le conflit israélo-palestinien qui prend finalement plusieurs visages et qui fait d'Israël un belligérant sur plusieurs fronts, avec le soutien de ses alliés évidemment, le principal de ses alliés étant les États-Unis. Oui, vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, les seuls conflits qui intéressent la communauté internationale, ou les seules guerres qui intéressent la communauté internationale, quand je parle de la communauté internationale, je mets entre guillemets même l'ONU, avec toutes ces puissances, c'est les guerres qui se déroulent en Afrique. Si ça avait été en Afrique aujourd'hui, on allait déjà envoyer des contingents militaires venus de l'ONU pour venir secourir, par rapport à que certaines grandes puissances ont des intérêts dans ces pays-là. Voilà, ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de ce conflit. Israël est sur plusieurs fronts. Nous allons attaquer certainement le prochain débat, mais là nous voyons ici là que Israël est déjà encore sur un autre front avec le Hezbollah. Le Hezbollah qui se dit ici être le défenseur du Liban dans cette guerre.
Vous voyez donc que les tensions ne font qu'augmenter de ce côté-là. Tout cela pourquoi? Parce que Israël se voit comme la puissance dans cet espace géopolitique et a le droit de faire, selon la posture israélienne, a le droit de faire tout ce que ce pays veut, sans être inquiété. Et c'est là où on retrouve donc, dans l'espace de l'analyse internationale, ce qu'on appelle le jeu de lobbying. Oui, le lobbying juif, aujourd'hui, qui est très fort aux États-Unis, pèse de tout son poids pour que même les présidents américains qui arrivent au pouvoir ne puissent rien dire. Et c'est un peu dans cette logique que notre communauté internationale est transposée et est le reflet. Les puissants couvrent les puissants et les faibles ne font que subir la dictature du système onusien. Donc, mon prédécesseur a presque tout dit sur ce plan parce qu'il a parlé de la géopolitique et tout. Oui, mais il faudrait que la question que je peux poser est de savoir quelle est la conséquence pour cette zone. Quelle est la conséquence pour le peuple libanais? Lorsqu'on accuse un autre État de détruire, par exemple, les bases militaires ou des zones cibles comme des zones où il y a des artefacts militaires et que le monde entier ne puisse pas réagir. Ça veut dire, comme il a dit si bien, il y a des grandes puissances derrière cela. Et nous connaissons tout ce qui est derrière Israël. C'est la raison pour laquelle ce conflit perdure. Donc, je crois que la solution est de ramener tous les partis sur une table de négociation et de discussion. Merci beaucoup, docteur Ariel. Même si j'avais envie de prolonger mon questionnement, vous avez parlé de l'importance du lobby juif qui influencerait l'avènement de futurs chefs d'État américains. Est-ce que vous pensez que les candidats actuels, Donald Trump et Kamala Harris, tombent également sous le coup de cette influence du lobby juif? Bien évidemment, ils sont suffisamment tombés sous le coup de ce lobby juif. Puisque vous-même, vous connaissez l'élection aux États-Unis. C'est une élection très complexe du point de vue des chiffres. Et vous connaissez ceux qui décident toujours en dernier ressort, ce qu'on appelle les grands électeurs. Et ces grands électeurs sont en majorité composés du lobbying juif. Donc, c'est souvent eux qui décident de qui pourra diriger les États-Unis pour les prochaines années. Donc, que ce soit Kamala Harris, que ce soit Donald Trump, tous, en dehors des voix du peuple américain, parce que c'est le peuple américain qui est souverain, ce lobbying frappera encore fort et respectera toujours les paris des grands électeurs. Le pari des grands électeurs, peut-être pour conclure définitivement avec Moïse sur ce sujet, avant de passer au second sujet que Bégoudé Madone s'impatiente d'introduire. Alors, docteur Moïse Biem, le docteur Ariel parle du pari des électeurs américains qui pourrait être tenu. Est-ce que la prochaine élection présidentielle américaine pourrait déterminer et réorienter, sinon redistribuer les cartes sur le plan géopolitique dans le monde? On connaît les positions, par exemple, de Donald Trump sur le conflit russo-ukrainien. On en sait peut-être moins sur sa philosophie dans le Moyen-Orient, mais on est certain de ce que les États-Unis se tiendront toujours aux côtés de l'allié israélien. Qu'est-ce que le nouveau président américain, qui qu'il soit, de quel bord qu'il soit, pourrait apporter de neuf dans la politique que vous avez décrite des mondialistes dans le jeu international? Ok, Michel,
le regard que je peux porter en tant qu'Africain, peut me pousser à ne pas tenir compte de ce qui, à ne pas attendre les résultats de l'élection présidentielle comme étant un salut pour l'Afrique. Non. Mais en tant qu'analyste géostratège, je suis obligé d'intégrer les élections présidentielles américaines dans les différentes dynamiques qui s'opèrent à l'échelle internationale. La vice-présidente Kamala Harris a été aux côtés du président Joe Biden. Ils sont du même parti. Ce sont les socialistes, les démocrates, en fait, pas les socialistes, les démocrates. Et si elle devient présidente de la République, on va avoir une reconduction des grandes lignes du mandat de Joe Biden. Et donc, par exemple, un dossier comme le conflit russo-ukrainien va perdurer malgré la destruction de l'Ukraine que nous tous nous observons, mais que certains font semblant de ne pas voir. Le conflit russo-ukrainien va perdurer parce que la ligne de l'Amérique qui porte sur l'approvisionnement en ressources matérielles militaires va être maintenue. Si vous avez quelqu'un comme Donald Trump, lui, il le dit, encore que c'est la parole d'un homme politique, et le président français Jacques Chirac nous avait dit que les promesses électorales, les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Donc, c'est on est là sur le terrain de la politique. Donc, il peut dire qu'il souhaite mettre fin à l'aide américaine vis-à-vis de l'Ukraine en 2 jours. Il peut le dire étant en campagne, et en tant que président, il ne le fait pas. Donc, mais accordons-lui le bénéfice du doute. Si il devient président de la République, il va stopper le conflit, enfin même pas stopper, mais leur position va entraîner un revirement à 360 degrés sur le conflit russo-ukrainien. Je dois dire que, par exemple, quelqu'un comme Donald Trump considère que le grand ennemi de l'Amérique, bon, même pas le grand ennemi de l'Amérique, mais le grand challenger de l'Amérique, c'est la Chine. Et il faut aller chercher la Chine, qui elle aussi est en train de se préparer, et puisqu'elle est dans le conflit, depuis, elle est dans le jeu international, la Chine est dans le jeu international depuis. Donc, pour Donald Trump, la Chine est l'ennemi, non pas l'ennemi, le challenger principal de l'Amérique. L'avantage qu'il peut avoir dans son programme, c'est que Donald Trump pense que l'Amérique doit être refondée. Elle doit être refondée sur des bases saines. Les Américains doivent compter sur eux-mêmes. Les Américains doivent apprendre à travailler, et la production nationale, le produit intérieur brut américain, doit être le fruit d'une transformation structurelle au lieu de reposer essentiellement sur des gros blocs, comme par exemple le bloc industriel, le bloc industrialo-militaire, le bloc pharmaceutique, ce genre de choses. Donald Trump pense que le développement de l'Amérique doit partir du bas. Kamala Harris, de manière globale, on ne voit pas très bien quelle peut être son approche, sa vision économique. Est-ce qu'elle va être dans une démarcation vis-à-vis de ce que nous avons observé avec Joe Biden? Ça, on ne le sait pas. À ce niveau, on n'a pas des lignes de démarcation claires. Donc, quel que soit le président américain, il va falloir affronter en interne l'économie américaine qui aujourd'hui repose essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement sur des grands blocs industriels, et le contexte géostratégique
géopolitique à l'international qui invite, voilà, qui invite l'Amérique à prendre, à revoir un certain nombre de positions, à revoir une politique qu'elle a toujours déployée, qui est la politique de la surenchère, la politique de l'escalade, la politique de la violence et la politique de la domination. Donc, parce que le Sud global, comme je le disais, est aujourd'hui en train de muter. Le Sud global est aujourd'hui en train de bouillir et les choses ne sont plus parties pour être comme elles étaient avant. Tout le monde veut être dans le développement. Tous les espaces géographiques à l'international veulent se développer, notamment l'Afrique. Et tous ces espaces sont en train de mettre en place des dispositions pour non seulement être souverain, être autonome, être prospère et être conquérant. Merci, merci à vous, Monsieur Moïse Biem. J'espère que vous nous recevez. J'ai l'impression que nous avons été abandonnés par le docteur Ariel. Eh bien, avec vous, Moïse Biem et puis Mbarga Abega, nous allons peut-être aborder à présent la question de Tsahal, qui se dit désormais libre d'utiliser les demandeurs d'asile africains pour lutter contre la Palestine sur le champ de bataille. Faut-il, Mbarga Abega, rappeler que les pays africains restent aujourd'hui des soutiens de la Palestine et que cela donne toute petite un goût amer de savoir que les demandeurs d'asile africains sont utilisés comme des destructeurs sur le champ de bataille. Sinon des chairs à canon. Et cela va effectivement en totale opposition avec les grandes lignes des politiques étrangères de certains États africains. L'Afrique du Sud en première ligne, qui a précisément initié une plainte contre Israël. Le côté éthique de cette démarche est plus que répugnant. Moïse, vous qui êtes géostratège, c'est de bon ton que Tsahal utilise finalement les demandeurs d'asile africains dans leur vulnérabilité comme chair à canon. La question est valable pour le docteur Ariel Meunier qui nous a rejoint. Docteur Ariel Meunier, qu'est-ce que vous pensez de cette démarche de l'armée israélienne qui va recruter des Africains parmi les immigrants irréguliers sur son territoire en leur promettant la résidence permanente pour les envoyer sur le front et être utilisés comme chair à canon? Je vais vous dire que ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'une continuité de ce qu'on nous a toujours fait croire que l'esclavage avait été aboli. L'esclavage a été aboli, certes, sur le papier, mais elle a eu des transformations qui se sont adaptées à l'évolution du monde et aux réalités actuelles. Ce que nous voyons aujourd'hui en Israël est une vieille tradition. C'est une vieille tradition. Rappelez-vous que si je prends par exemple le cas de la France, ceux qui étaient dans les grands contingents qu'on appelle un peu souvent là, les légions d'honneur, on les voit souvent défiler. C'était des Africains, c'était des Noirs. Également, vous allez vous rendre compte que pendant la Première Guerre mondiale, elle a été marquée avec l'apport de certains Noirs qu'on a appelés les tirailleurs sénégalais. Donc, nous sommes dans une logique. Et la logique du monde ou des grandes puissances aujourd'hui est de jouir et de se moquer de la misère des Africains. C'est si je peux le dire, de se moquer de la misère des Africains. Israël aujourd'hui brandit cela aux yeux du monde entier pour faire comprendre que ces Africains qui viennent dans son territoire sont là pour plusieurs raisons.
il y a certains qui sont là-bas pour la recherche des meilleures conditions de vie. Ce sont des individus vulnérables. Donc, ils recherchent même des protections. Et pour donc avoir cela, ils se retrouvent être impliqués dans des conflits, dans des conflits qui ne sont même pas les leurs. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils cherchent des meilleures conditions de vie. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le conflit israélo-palestinien prend de plus en plus de tournures alarmantes. Parce que Tchal, qui est l'armée israélienne, ne fait que recruter nos frères africains, qu'ils envoient en première ligne de front. Et, précédent, c'est la raison pour laquelle Israël s'en va sur tous les fronts. On voit Israël avec le Hezbollah, et on revoit Israël ici avec la Palestine. Puisque Israël, et si on repart même au niveau de la Bible, au niveau historique, c'est un petit peuple. Ils ne sont pas nombreux. C'est la raison pour laquelle ils utilisent ce moyen de pression qui est aujourd'hui, pour moi, une sorte de racisme. Il est donc question pour nous, les Africains, de prendre conscience. Pour moi, il va falloir que les Africains soient conscients, qu'ils essaient de changer les mentalités et que nous puissions, et à travers nos gouvernements, comprendre que les peuples africains, s'ils s'en vont là-bas, c'est pour aller servir les intérêts de ces États. Ce n'est pas pour venir servir l'Afrique. Non. Merci. Ces soldats qui partent et qui sont recrutés aujourd'hui pour combattre pour Israël, ils meurent pour le peuple d'Israël. Ils ne meurent pas pour les peuples africains. Merci beaucoup, docteur. Donc, c'est à nous, pour cette brillante jeunesse africaine, c'est à nous de prendre conscience de cela. Puisque l'esclavage, comme je l'ai dit plus haut, a été aboli, mais c'est une nouvelle forme d'esclavage. Et si on regarde même au niveau des conventions de Vienne et consorts, c'est même un manquement même à l'éthique humanitaire. Et on peut donc se demander aujourd'hui, qu'est-ce que la communauté internationale fait face à cela? Quelle critique internationale peut être faite face au traitement de ces réfugiés et aux pratiques militaires d'Israël? Donc, autant de questions qui nous amènent vraiment à beaucoup réfléchir sur la question. Merci beaucoup, docteur Ariel Meunier, pour cette brillante intervention. On va permettre à Moïse Biem, lui aussi, de réagir sur cette question avant de définitivement conclure cette émission. Monsieur Moïse Biem, est-ce que vous nous avez entendu? Monsieur Moïse Biem, est-ce que vous nous avez entendu? Vous avez saisi la question. Vous avez le droit, en 2 petites minutes, voilà, d'apporter également votre point de vue sur cette dernière thématique concernant Tsahal qui décide d'enrôler les demandeurs d'asile africains pour la guerre, et Mbarga Abega le disait déjà tout à l'heure, pour faire office de chair à canon. J'y vois, Madame Begoudé, plusieurs conséquences. La première conséquence, c'est la remise en cause du droit international. Parce que si on était dans un environnement international où le droit était doté de toute sa force, les institutions internationales, notamment portant sur les droits de l'homme, se seraient déjà prononcées à ce sujet. La deuxième implication, elle peut être fine, elle peut être non apparente, mais il faut prendre cela en compte. C'est une mauvaise interprétation de cette implication. Et le docteur Ariel Meunier en a parlé. Parce qu'il ne faudrait pas que demain, nous ayons les gens, le Liban et par exemple le Liban, l'Iran, qui aient une mauvaise perception de l'Afrique. Parce qu'ils se disent que les Africains ont participé au génocide contre les Palestiniens. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Parce que c'est la même chose
que nous sommes en train d'observer, par exemple, au Mali, un pays comme l'Ukraine, qui n'a plus aucune arme pour se défendre sur son propre territoire, se réclame être en soutien avec les terroristes qui attaquent le Mali parce que le Mali aurait soutenu la Russie. Donc, il faut que nous commencions aujourd'hui à tenir un narratif pêche que dans le Moyen-Orient, on perçoive l'Afrique comme étant un allié d'Israël. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc ça, c'est une autre conséquence de ce genre d'informations qui circulent. Maintenant, une autre conséquence, ça porte également sur le rapport que nous avons d'Israël, la perception que nous avons d'Israël. Pour ceux qui ont passé le temps à considérer la nation d'Israël comme étant une nation avec un certain nombre de valeurs, je crois que nous avons là des qui nous donnent de réfléchir sur la perception que nous avons de ce pays. Merci infiniment Moïse Biem de vous être prêté au jeu de l'analyse des questions-réponses dans le cadre de cette émission Le Monde comme il va. À vous, nous disons merci. Merci également au docteur Ariel Meunier qui était des nôtres. Je rappelle que respectivement, vous êtes docteur Ariel Meunier, politologue et chercheur en relations internationales pour Moïse Biem, géostratège et consultant, expert en questions d'économie et de finances. Bégoudé Madone, on va mettre la clé sous le paillasson de cette édition de International. On va mettre la clé sur le paillasson de cette édition qui revenait justement sur l'actualité internationale. Merci à vous, Barga Abega. Le Monde comme il va, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute autre édition. On rappelle quand même que nous avons pu revisiter l'actualité en France et puis revenir sur l'actualité au Liban et puis terminer avec le conflit israël-palestinien. Merci à tous de nous avoir écoutés. L'information et les programmes se poursuivent sur For You Radio. Au revoir, à très bientôt.